jusqu'au soir. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, comme je Ah là là, l'amour. L'amour ou le sentiment amoureux, voilà les deux questions qu'on peut se poser. Et puis, régulièrement, on peut lire des études. Alors, il faut faire une petite différence, hein, Brigitte. Les études qui concernent le sexe et puis les études qui concernent le sentiment amoureux. Hein. Exactement. Et les études scientifiques, médicales, qui concernent l'amour, c'est vrai, l'amour et la prévention de la santé physique et psychique, et bien ces études ont surtout porté sur le sexe. L'activité sexuelle est-elle bonne pour la santé? Et il y a eu des études très célèbres, très médiatisées, hein, si je peux me permettre de citer les deux plus connues, dont on a déjà parlé ici. Une étude qui a montré, par exemple, que 21 éjaculations par mois prévenaient chez l'homme le cancer de la prostate, enfin, en tous les cas, diminuer les risques de contracter ce cancer, puisque ce phénomène permet d'éliminer des toxines, des substances cancérigènes. Et puis, chez la femme, on a montré aussi que les caresses sur la poitrine permettaient de stimuler une hormone qu'on appelle l'ocytocine et qui protège en quelque sorte le sein, donc diminution de risque de cancer du sein. On a montré bien sûr que l'activité sexuelle était bonne aussi pour le moral, pour la santé psychique, mais que dire des études sur le sentiment amoureux? On en parle beaucoup moins. Et pourtant, le sentiment amoureux, le fait d'aimer, d'être aimé par l'autre, d'être en harmonie avec l'autre, eh bien, tous ces phénomènes peuvent aussi avoir un impact sur la santé. Et dans un livre qui vient de paraître, eh bien, un auteur a réuni 60 études scientifiques sur ce fameux sentiment amoureux, le fait d'aimer et d'être aimé. Et alors, évidemment, on ne va pas pouvoir passer en revue les 60 études, mais je vous propose d'en découvrir 5 et vous allez voir que l'amour, le sentiment amoureux a aussi un impact tout à fait favorable sur la santé. Faux, l'amour n'est pas bon pour le cœur au sens cardiovasculaire strict, hein, du terme, parce que dans un couple, quand il y a des hauts et des bas, eh ben, ça peut augmenter la tension artérielle d'une des deux personnes du couple et influer sur son système cardiovasculaire. Si dans un couple, il y a des disputes, l'autre aime moins l'autre, etc., l'autre personne, justement, ça va lui coûter, hein, avec le stress induit, et ça peut lui augmenter son risque cardiovasculaire. Vrai, l'amour calme la douleur. Il y a une très belle étude d'imagerie cérébrale qui l'a montré, où il y avait des volontaires chez qui on montrait une photo de leur être aimé ou une photo d'un ami. Et à côté de ça, ils avaient des chocs thermiques d'intensité modérée. Et on s'aperçoit que la photo de l'être aimé diminue la douleur induite par les chocs thermiques. Donc, ce qui explique que dans le cerveau, l'image de l'être aimé va anesthésier les zones de neurones qui jouent un rôle dans la douleur. Donc l'amour, c'est un vrai shoot antalgique. Faux. L'amour ne vient pas du cœur, ça vient du cerveau. Et c'est une étude de neuroimagerie qui le montre. Il y a des volontaires chez qui on leur montre des photos de leur être aimé, des photos de gens du même sexe et du même âge. Et on évalue après leur ressenti amoureux et leur ressenti sexuel par rapport à ces photos. Ce qui se passe à l'imagerie cérébrale, c'est des zones du cerveau impliquées dans des émotions très fortes et dans d'autres types d'émotions, dans la gestion et la reconnaissance des émotions qui sont activées. Le scanner montre que ce n'est pas le cœur qui s'active, même s'il fonctionne. Faux, le rire n'aide pas à préserver l'amour, même si le rire joue un rôle fort dans la séduction, dans le début de la relation amoureuse. Il y a une étude qui a montré que quand des couples étaient en situation de conflit et qu'on leur demandait de résoudre le conflit par différents types de rires, un rire bienveillant, un rire cynique ou un rire d'autodérision ou de dénigrement, eh ben ça ne fonctionnait absolument pas. Donc le rire ne joue pas un rôle dans la préservation de l'amour. Vrai, les réseaux sociaux sont un tue-l'amour, surtout chez les couples de 19-25 ans. Il y a une étude qui évalue l'utilisation des réseaux sociaux chez ces couples. Qu'est-ce qu'ils font dessus, le temps passé, le degré de jalousie? Est-ce qu'ils vont aller voir ce qu'il y a sur les listes d'amis de l'autre? Il y a souvent un ex sur la liste d'amis de l'autre. Et ils sont tentés d'aller voir les messages privés aussi. Une mauvaise gestion des réseaux sociaux peut exacerber de la jalousie et entraîner une rupture du couple.
J'avais préparé quelques plaisanteries bien senties pour ce soir, pour faire rire ma femme. Oui. J'ai cru comprendre que c'était pas la peine. Bon, merci beaucoup en tout cas, Brigitte. Alors, 3 livres à lire absolument. Alors, ces fameuses 60 questions étonnantes sur l'amour de Marc Lana. Docteur Laurent Carilla, votre plaisir vous appartient. Et encore, le livre du sociologue Jean-Claude Kaufmann pour la Saint-Valentin, bien sûr. Saint-Valentin, mon amour. Merci, Brigitte. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Thierry. C'est une petite révolution, ça, quand même. La Mini, cette fameuse Mini qu'on a tous connue. Oui et non, parce qu'en fait, pour nous, Mini, c'est la petite voiture qu'on a connue. Ouais. Mais Mini, c'est une marque. Et c'est une marque qui a plusieurs modèles, dont le Countryman, qui est un SUV. Un SUV, c'est un petit 4x4. Et il est vrai que ce Countryman était assez petit, et désormais, il a grandi. Il est 20 cm plus long, il est un peu plus haut, un peu plus large. Et ça permet à cette voiture d'entrer en concurrence, de se mesurer avec d'autres voitures premium, c'est-à-dire haut de gamme, que sont l'Audi Q2 ou Mercedes GL. Alors c'est vrai qu'avant, le Countryman était seul dans sa catégorie. Et bien désormais, il doit s'affronter, se mesurer à d'autres modèles. Alors pour se mesurer à ces autres modèles, eh bien, on va voir ce que Mini a modifié. Cette voiture est plus grande, certes, mais est-elle plus pratique? A-t-elle plus de technologie? On voit ça en images. On a essayé la voiture au Portugal, dans la région de Porto. Le nouveau Countryman est plus grand puisqu'il mesure 20 cm de plus que le précédent. Il est aussi un petit peu plus haut, 1 cm de plus. Et il est aussi plus large, 3 cm, pour pouvoir répondre à des besoins familiaux. Vous pensez Mini, petite voiture, parce que vous pensez à l'ancienne Mini, la Mini classique. Mais aujourd'hui, Mini est une marque qui propose 5 différents modèles dans sa gamme, avec une 3 portes, une 5 portes, le Clubman, le Cabrio et maintenant le Countryman qui arrive. Et du coup, maintenant, on peut rouler en Mini avec des enfants, ce qui n'était pas le cas avant, ou ce qui était moins le cas avant. Lorsqu'on a lancé le premier Countryman en 2010, nous avons créé le segment premium des petits SUV, des petits 4x4. Maintenant, on arrive sur une gamme plus grande de SUV et nous nous retrouvons face à des concurrents qui sont installés depuis plusieurs années. Mais le nouveau Countryman a des arguments tels que cette concurrence ne vous fait pas peur. Les arguments, c'est le fait d'appartenir à un groupe qui permet d'avoir beaucoup de technologie. On vous propose sur ce nouveau Countryman un affichage tête haute, un régulateur de vitesse actif, un écran tactile et des phares LED par exemple qui permettent de prononcer la personnalité justement du nouveau Countryman. Vous avez une modularité qui est très développée dans le véhicule, vous avez les banquettes rabattables, vous avez la banquette arrière qui est coulissante, qui est spécifique sur cette voiture. Vous avez la possibilité d'ouvrir le haillon avec les mains pleines, pouvoir remplir le coffre sans avoir à chercher la clé dans votre poche et vous pouvez refermer ce haillon d'ailleurs avec le même système. Nous avons le Countryman hybride rechargeable qui sortira le 22 juin en concession, en Europe d'ailleurs. Et effectivement, c'est une première pour Mini, puisque ce Countryman hybride rechargeable sera le seul de cette catégorie. Déjà, les tarifs ne sont pas donnés, mais alors là, Mini, ça devient inabordable. Ah, Mini est tout à fait abordable, Mini n'est pas cher du tout. Lorsque vous achetez une voiture, il ne faut surtout pas se limiter au prix catalogue de ce véhicule. Il faut intégrer l'ensemble des éléments qui composent le coût d'utilisation de la voiture. Et le coût d'utilisation, c'est quoi? C'est le prix catalogue, certes, mais aussi la valeur de revente de la voiture, ainsi que le coût de l'assurance, la consommation, le coût de l'entretien de la voiture. Et pour ça, les voitures premium en général et Mini en particulier, nous avons les valeurs de revente les plus fortes du marché. Ce qui veut dire que le coût d'utilisation d'une Mini est absolument compétitif. Oui, il m'a semblé que ça vous paraissait quand même assez cher. Ah, moi, je trouve ça cher. Alors, c'est vrai que la valeur de revente est bonne, mais que ce soit pour l'entretien ou l'assurance, c'est quand même pas donné. C'est quand même, on se fait plaisir avec une Mini. Le premier prix est de 27 000 €, pour ne pas dire 26 900 €, donc 27 000 €. Il y a beaucoup d'options, comme chez les constructeurs allemands. Donc, par exemple, le modèle qu'on a essayé, il est quand même à 45 000 € pratiquement. Ah oui, d'accord, effectivement. Bon, alors à l'intérieur, c'est magnifique, c'est alors, super. c'est du premium, c'est très beau, il n'y a pas de problème. Il y a plus de technologie. C'est dommage, il n'y a pas le détecteur d'angle mort.
sur cette voiture. En revanche, il y a beaucoup d'autres technologies. Donc, et petit rappel, Mini appartient au groupe BMW, puisqu'à un moment donné, on parlait des technologies du groupe. Et c'est vrai que les avancées, les recherches du groupe BMW, évidemment, Mini en bénéficie. Merci Anne-Christine. On va prendre la direction du Luxembourg pour retrouver Valérie Lerouge, c'est notre correspondant permanent au Benelux, qui va nous faire découvrir une expérience assez étonnante testée par une école maternelle, Valérie. Alors cette école, elle mise sur le retour à la nature et c'est le moins qu'on puisse dire, d'après ce que j'ai pu comprendre. Racontez-nous en fait de quoi il s'agit. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Eh bien, c'est une école sans fenêtres, sans murs, et pour cause, elle est effectivement en plein air, en plein milieu de la forêt, sans le confort habituel d'une école maternelle et sans les jouets qu'on y trouve normalement. Alors, 24 enfants de 3 et 4 ans participent à cette expérience, pour laquelle évidemment les parents sont volontaires. C'est une idée qui est née au Danemark, qui a fait pas mal d'émules en Allemagne, qui se rapproche, qui est au Luxembourg maintenant, tout près de la frontière française, et cela présente visiblement de nombreuses vertus. Je vous emmène sans plus tarder maintenant à Esch-sur-Alzette. Enfilez vos cirés car il ne faut pas avoir peur de se salir. Reportage. Voici leur nouvelle salle de classe. En guise de chaise, des rondins et un feu de bois comme seul radiateur. Tous les jours de 9h à 13h, quelle que soit la météo, l'école se fait ici, en plein milieu d'une forêt luxembourgeoise. On apprend les mêmes choses que dans une classe normale, ça veut dire la motricité, la psychomotricité. Et par après, on a aussi une découverte du monde parce que aussi avec les temps qui changent, on a une autre vue sur le monde parce qu'ils sont tout le temps, ils sont dehors. Ils ont la possibilité de voir les arbres changer, de voir le temps changer. Oubliez les locaux aseptisés, ici les activités sont basiques et garanties bio et les enfants en redemandent. J'aime bien jouer, attraper des bois, des feuilles vertes. C'est mieux que dans une classe normale? Oui, Pourquoi? parce que j'aime bien y aller à la forêt. Une sorte de classe verte, toute l'année, qui rend les enfants plus débrouillards et plus inventifs. Les enfants n'ont pas de jouets, ils n'ont pas de support, ils doivent tout inventer. Donc un bout de bois peut être une voiture, peut être un téléphone, peut être un truc de maquillage. Donc c'est eux qui doivent utiliser leur fantaisie et leur créativité pour inventer tout ça. En cas de forte pluie, un préau en bois, où les enfants se retrouvent pour manger et dont les palissades font office de tableau noir. Si l'enseignement paraît rudimentaire, les enfants semblent au même niveau que leurs copains restés à l'école classique. Le temps qu'on leur laisse ici, avec plus de liberté et moins de structure, ça leur donne le temps de s'épanouir et puis d'arriver au même rythme que les autres enfants et de passer dans le circuit normal de l'école après. L'apprentissage en pleine nature aurait une vertu supplémentaire, il doperait les défenses immunitaires. En 5 mois, hasard ou pas, seul un enfant a été malade plus de 2 jours. Valérie, est-ce que vous savez si en France, on a tenté ce type d'expérience ? De manière aussi poussée, non. Alors il y a bien des enseignants pourtant convaincus par la méthode qui emmènent une matinée par semaine ou une semaine par an leurs élèves comme ça dans les bois. Mais selon le ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas d'école en forêt comme ça à plein temps. Et il ne fait rien pour qu'il y en ait d'ailleurs, avec nos normes beaucoup plus strictes peut-être d'hygiène et de sécurité. Autant vous dire que ce qu'on a vu là, la tambouille comme ça dans un réchaud, les gamins assis sur le rondin de bois pas très stable, ce n'est pas tout à fait dans nos normes, dans nos coutumes. Pour l'instant c'est dommage parce qu'à écouter les parents et les enseignants dans les écoles du Luxembourg, mais aussi en Allemagne, eh bien, tout le monde semble plutôt content de cette expérience. Merci beaucoup Valérie, bonne journée, bonne randonnée. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour Frédéric, alors de quoi parle-t-on essentiellement dans les journaux ce matin ? Les journaux parlent beaucoup des banlieues ce matin. Il y a eu cette nuit moins d'incidents que le week-end dernier, mais le Parisien aujourd'hui en France, vous allez voir, se demande quand même en une comment éteindre le feu des banlieues. Désormais, les candidats à la présidentielle s'emparent aussi de cette affaire, nous dit le journal des Échos, vous voyez en bas.
Et la Croix, de son côté, la Croix stigmatise ceux qui jouent avec le feu, c'est-à-dire aussi bien les voyous que les hommes politiques qui soufflent sur les braises. C'est vraiment les deux. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça fait longtemps que ça dure, voilà, 30 ou 40 ans maintenant qu'on parle du malaise des banlieues. Et les politiques des différents gouvernements de droite comme de gauche ont échoué, nous dit Le Figaro. L'argent perdu des cités, titre l'éditorial. Les différents plans pour les banlieues qui ont coûté beaucoup d'argent n'ont servi à rien. Les fauteurs de troubles et les caïds de la drogue n'ont jamais vraiment été expulsés de ces territoires. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une question de délinquance, estime Le Figaro, ça va plus loin. Il y aurait même une volonté de sécession, je cite, de sécession chez certains jeunes des banlieues, une idéologie de rejet où tout se mélange. En effet, en quoi l'affaire Théo justifie-t-elle que des voitures soient brûlées, voitures qui en plus appartiennent aux voisins ou à la famille des incendiaires, c'est complètement stupide. Voitures qui même sont parfois brûlées au cri de Allah Akbar, croit savoir Le Figaro. Effectivement, on se demande ce que ça vient faire là. Je cite toujours cet article. Les casseurs ne se vengent pas seulement des policiers, ils veulent marquer un territoire. Et d'ailleurs, ils y sont encouragés par un certain discours victimaire, je cite encore, discours de certains hommes politiques qui excusent ces violences avec des explications purement économiques, comme si le chômage et la pauvreté des banlieues expliquaient tout, alors que non, le communautarisme est lui aussi une partie de l'explication et nous ne voulons pas toujours le voir, dit Le Figaro. Le Parisien, de son côté, parle des réseaux sociaux où certains jeunes filment leurs exploits de délinquance et les partagent pour s'en gargariser. Alors, que faire ? Que faire ? Plusieurs propositions. L'Humanité reprend la proposition du défenseur des droits, Jacques Toubon, voyez à droite. Jacques Toubon qui souhaite qu'on généralise les caméras sur l'uniforme des policiers, vous savez, pour qu'il y ait au moins des preuves. Comme ça, on ne pourra pas dire n'importe quoi. Avec une caméra, on sait si une interpellation policière a dérapé ou non. Donc, généralisation, il y a 2000 de ces caméras qui devraient arriver sur les uniformes à partir du mois prochain. Et vous voyez à gauche, c'est dans le Parisien, un conseiller municipal qui regrette qu'il n'y ait pas assez, par ailleurs, de policiers de terrain. Pas ceux qui interviennent en urgence quand il y a un problème, comme actuellement. Il faudrait, dit-il, des policiers comme autrefois l'agent du quartier qui connaissait bien la population, qui vivait parmi elle. Ça fait des années qu'on en parle, d'ailleurs. Cette décision appartient aux politiques et ça ne se fait pas. Je termine avec la politique, justement. Vous trouverez ce matin dans Le Parisien et dans Libération la même photo de Benoît Hamon avec un agneau dans les bras. Alors c'est parce qu'il visitait hier une ferme en Seine-et-Marne pour parler du bio et de l'écologie. L'écologie qui est un thème de gauche, dit-il, parce que les plus pauvres ont du mal, par exemple, à se payer les produits bio qui sont plus chers. Et c'est souvent pareil pour les voitures. Les voitures modernes qui polluent un peu moins sont plus chères. Mais ce n'est pas seulement pour ça que la presse parle de Benoît Hamon ce matin. C'est aussi pour revenir sur sa fameuse idée de revenu universel. Vous savez, idée de revenu universel qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'on se demande si c'est finançable. Cette fusion de toutes les aides en une seule afin de clarifier le maquis des aides sociales. Mais surtout une aide unique qui serait versée sans aucune exigence. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de justificatif à donner, revenu universel, pas besoin de justifier par exemple qu'on cherche un travail, ce qui fait dire aux détracteurs qu'on encourage la fainéantise. Alors pourtant on peut voir les choses d'une manière exactement contraire, dit Libération, parce qu'en fait tous les partis, y compris la droite et l'extrême droite, ont réclamé à un moment ou à un autre un revenu pour les étudiants ou bien pour les mères de famille. Vous savez, dont le travail à la maison n'est pas payé, pourtant c'est un vrai travail, surtout quand on s'occupe d'enfants ou d'une personne âgée. Eh bien finalement, le revenu universel, c'est aussi ça. Ça pourrait aussi servir à ça, dit cet article, reconnaître que beaucoup de gens participent à leur manière à la société, même si pour l'instant, ils ne sont pas payés pour ça. Donc, avoir aussi le revenu universel sous ce prisme-là, un petit peu différent. Article dans Libération. Merci Frédéric. On se Alors, on ne dirait pas comme ça, mais ça, c'est Coldplay. Et Coldplay, c'est un groupe qu'on va retrouver dans la playlist de la série dont nous allons parler, une web-série au départ, qui fait un malheur en Norvège, enfin dans les pays scandinaves. Le tout, c'est de savoir pourquoi ça marche aussi bien. Énorme carton de la série Skam. Et Skam, ça signifie honte en norvégien. Et effectivement, on ne parle que de cette série. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement une série qui était normalement destinée aux jeunes, norvégien, seulement sur le web, et finalement elle a conquis vraiment tout le pays. Il faut savoir qu'en Norvège, ils sont 5 millions d'habitants, ils étaient plus de 1 300 000 à suivre cette série, vraiment. Voilà, donc c'est devenu un phénomène de société. C'est quoi l'idée ? C'est juste un groupe de filles, d'ados, qui racontent leur quotidien. C'est 5 nanas qui sont très différentes et elles racontent en fait, elles parlent évidemment de sexualité, elles sortent le week-end, elles draguent, elles fument, elles boivent, enfin la vie quoi de gamines de ces âges-là. Et on parle absolument de tout. La force de cette série, c'est quoi ? C'est sa modernité et son réalisme assez rare. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose d'étonnant, eh bien pas tant que ça. Regardez.
Depuis une quinzaine d'années, on a une grosse exposition aux séries, essentiellement américaines, un petit peu anglaises, françaises évidemment. Et il y a eu une envie de voir autre chose, d'entendre des voix différentes, de voir des paysages différents, des vibrations différentes si j'ose dire. Et les séries nordiques sont arrivées au bon moment. Quand Scam a été créé, c'était conçu comme une web-série, c'était conçu comme quelque chose qui puisse toucher directement les ados. Et pour toucher directement les ados, on raconte une histoire simple du quotidien des adolescents, sans fioritures, qui parlent comme des ados, qui bougent comme des ados, qui boivent comme des ados, qui ont une vie sexuelle comme des ados, quelque chose qui ressemble aux adolescents, quitte à ce que les parents soient inquiets. Skam en norvégien, ça veut dire honte. Un mot-clé, je crois, de cet âge-là, de l'adolescence. Est-ce qu'on a honte de notre physique? Est-ce qu'on a honte de notre famille, de nos amis? Comment on s'intègre? Et est-ce qu'évidemment, on a honte aussi de ce qu'on fait? Il y a dans les pays scandinaves, à commencer par le Danemark, une très grande confiance en l'auteur, qui est plus difficile en France. On est dans un pays où c'est le réalisateur qui est plutôt mis en avant. Eux disent à leurs scénaristes, vous êtes libres, c'est votre série, donc allez-y. Donc c'est à la fois un univers qui est très cru, qui n'a pas peur de montrer la réalité des choses, mais qui a conscience aussi de la mythologie qui entoure le pays, visuellement, et qui donc va jouer avec la pluie, va jouer avec la déprime, va jouer avec les personnages qui portent des gros pulls et qui boivent du café, va jouer avec tout ça. Le problème, c'est pas que c'est trash, le problème, c'est que c'est cru et réaliste, et que c'est une réalité, et cette série-là arrive à mettre le doigt dessus, et ceux qui la vivent s'identifient et sont émus, ceux qui ne la vivent pas se questionnent dessus, et donc finalement tout le monde y gagne, et tout le monde a quelque chose à tirer de cette série-là. Marie, les adolescents, c'est un public qui est difficile à conquérir. Oui, c'est un vrai défi d'arriver comme ça à attirer un public de 16-17 ans. C'est très très compliqué. D'ailleurs, ici en France, ils n'ont pas vraiment réussi encore. En revanche, effectivement, dans les pays scandinaves comme l'Islande, la Suède, le Danemark, ça, ce sont des pays qui aujourd'hui, cette série-là cartonne. Mais elle a dépassé aussi ces frontières-là, puisqu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui ont acheté les droits et qui vont adapter cette série. Et ça va s'appeler évidemment Shame. Forcément. Merci beaucoup. Et pour l'instant, c'est l'heure des 4 vérités. Et aujourd'hui, Jeff Wittenberg, vous recevez Marion Maréchal Le Pen. Bonjour. Effectivement, bonjour Thierry, avec elle nous allons parler des propositions du Front National. Bonjour, Marion Maréchal Le Pen. Que ferait aujourd'hui le Front National, donc, s'il était aux affaires pour enrayer la spirale de la violence dans un certain nombre de banlieues? Comment ramener le calme? C'est déjà certainement pas accepter le dénigrement des policiers tel qu'il existe aujourd'hui par une partie de la classe politique ou par une partie de ces soi-disant manifestants qui ont utilisé le prétexte du soutien à Théo pour engager des émeutes urbaines d'une violence extrêmement grave. Que faudrait-il faire alors? D'une part, et d'autre part, ne pas non plus se contenter de recevoir des associations antiracistes en laissant ainsi entendre que ce serait le racisme le problème de fond, alors que le problème c'est précisément le laxisme. Et j'y viens, et c'est là qu'il faudrait se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas arrêter de fermer les yeux et d'acheter la paix sociale tout le reste de l'année dans ces quartiers, en prenant le risque ainsi, à la moindre étincelle, que des émeutes urbaines soient enclenchées. Et c'est ainsi qu'il faudrait remettre en place une véritable police de proximité, embaucher à l'échelle nationale 15 000 policiers supplémentaires précisément donc pour pouvoir... plus de police avant tout. Oui, absolument, parce que le déficit de policiers dans ces quartiers est l'une des données qui fait qu'ils sont complètement dépassés. Et puis retrouver une politique de tolérance zéro, c'est-à-dire le principe du casseur-payeur, d'une part, en allant jusqu'à la privation des aides sociales si besoin est lorsque nous sommes face à des personnes insolvables, et d'autre part, engager des poursuites systématiques pour qu'il y ait une sanction chaque fois qu'il y a évidemment... Et Mme Maréchal Le Pen, ne rien faire face à ces jeunes Françaises et Français qui se sentent parfois stigmatisés, contrôlés aux faciès, discriminés à l'embauche.
Mais que leur répondez-vous Mais non, concrètement? mais Quel est le sens, par exemple, de la formule « la France apaisée » Moi, qui est l'un des slogans de Madame Le Pen? Je ne cautionne pas du tout cette politique de l'excuse qui voudrait que ce soit systématiquement la société, le racisme, la pauvreté qui soit à l'origine de la délinquance. Vous voyez, moi je suis élue dans un secteur qui est un secteur rural. Croyez-moi, la vraie pauvreté aujourd'hui en France, elle n'est pas dans ces quartiers-là, elle est dans la ruralité. Et je ne vois pas pour autant ces chômeurs des campagnes brûler les voitures ou agresser des gens. Certes, mais n'existe-t-il pas néanmoins des problèmes pour ces jeunes qui, encore une fois, se sentent rejetés de la société française? Est-ce que ce phénomène existe? Je ne crois pas qu'il y ait de lien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui une haine anti-France latente dans ces quartiers, qui est vraisemblablement liée évidemment au développement du communautarisme, qui est liée aussi à la repentance systématique dont fait preuve nos politiques, et, comme je vous le disais, à la politique de l'excuse telle que nous la voyons d'ailleurs de façon flagrante aujourd'hui, et qui n'incite pas ces jeunes à se remettre en question, et qui ne les confronte pas à la sanction rapide et immédiate de la justice, puisqu'il y a un sentiment d'impunité. Et je ne crois pas que ce soit leur rendre service que de leur expliquer que finalement ils sont victimes d'amalgame, de stigmatisation. Les mêmes qui vont caillasser les bus... Ils ne le sont jamais, Madame Maréchal Le Pen. Ça peut arriver, évidemment, et lorsque ça arrive, il faut qu'il y ait sanction derrière. Mais en l'état, je crois précisément qu'ils se fichent pas mal du cas Théo. Et je crois qu'en fait, c'est un prétexte utilisé pour pouvoir... Voilà, s'amuser, piller, agresser. Finalement. Vous les mettez tous dans le même sac? Non, ou vous pensez qu'il y a aussi des jeunes qui se sentent objectivement rejetés, encore une fois, et qui pour autant ne basculent pas dans la violence? Je ne mets pas tout le monde dans mes sacs. Et évidemment, les émeutiers tels qu'on les voit aujourd'hui ne représentent pas la majorité de la population, qui, à mon avis d'ailleurs, souffre terriblement de cette situation et souffre le reste du temps, dans l'indifférence générale, de la loi des caïds et des trafiquants de drogue qui aujourd'hui ont remplacé la loi de la République dans ces quartiers. Et donc je crois que la principale réponse aujourd'hui, elle est de lutter précisément contre tout ce réseau en sous-main de trafic qui fait qu'aujourd'hui, bien, je vous le disais tout à l'heure, on a acheté la paix sociale parce que l'on craint, dès que l'on envoie des policiers dans ces quartiers, que cela se transforme en émeute, ce qui n'est pas très favorable sur le plan électoral. François Fillon est toujours dans une situation compliquée. On change de sujet. Il avait demandé 15 jours pour tirer les choses au clair et pour reprendre sa campagne normalement. Les 15 jours, nous y sommes. Est-ce que vous pensez qu'il doit rester candidat coûte que coûte, même si une information judiciaire était ouverte? C'est vrai que le feuilleton Fillon commence à être un peu lassant, je ne vous le cache pas, pour la simple et bonne raison qu'il empêche la campagne présidentielle de démarrer véritablement et d'aller au fond des choses, ce qui est un peu ennuyeux, car nous aurions beaucoup de choses à dire sur le programme d'ailleurs de François Fillon. D'ailleurs, je rappelle à ce titre qu'à mon avis, l'affaire du Penelope Gate, telle qu'on l'appelle, est probablement moins grave que l'affaire AXA. Je rappelle qu'il a, au titre de sa société de conseil... Donc vous voulez dire que ces ennuis, entre guillemets, ne sont pas terminés? Eu un contrat commercial avec AXA, ce qui pose la question de sa dépendance, de son indépendance plutôt dans le cadre de la réalisation de son programme. Donc je réitère ma question. Vous pensez qu'il doit rester candidat ou qu'il devrait se retirer? Ici, c'est pas mon rôle de dire aux Républicains ce qu'ils doivent faire. Le choix est cornélien, puisque soit ils gardent un candidat aujourd'hui décrédibilisé qui est François Fillon, soit ils choisissent un candidat qui sera illégitime parce que non issu de la primaire. Donc de toute façon, le problème sera le même. Donc tant qu'à faire... Est-ce qu'objectivement, ce n'est pas une situation qui vous arrange? On voit votre candidat plutôt gagner des points en ce moment dans les sondages, Monsieur Fillon en perdre. Donc est-ce que vous n'avez pas intérêt à ce que cela continue? On n'est pas vraiment dans le calcul cynique de savoir qui est le meilleur candidat. Le tout, c'est de savoir quel est le meilleur candidat pour la France. Je trouve aujourd'hui qu'au contraire, toutes ces affaires nuisent plutôt à la campagne présidentielle parce qu'on le voit bien, elle arrive à grands pas et on a énormément de mal à aller sur le fond. Et nous aimerions avoir notamment l'occasion de parler du programme, pour l'instant relativement embryonnaire, par exemple d'Emmanuel Macron. Alors on va parler néanmoins de votre programme à vous, de celui qu'a développé Marine Le Pen il y a quelques jours à Lyon, de son programme économique, entre la hausse du budget de la défense de 40 milliards, la baisse des impôts sur les ménages, la prime de pouvoir d'achat. L'Institut de l'entreprise, qui est un organisme indépendant, a chiffré à 84 milliards d'euros le coût de la facture des mesures que propose Madame Le Pen. Comment les financerait-elle, tout simplement? Nous avons énormément de marge d'économie, puisque déjà, nous avons une nouvelle organisation territoriale qui va être mise en œuvre, avec la suppression des intercommunalités et des conseils régionaux, la baisse du nombre d'élus, évidemment en parallèle, notamment députés parlementaires, la suppression du Conseil économique et social, des baisses massives de budget en matière d'immigration, puisqu'une restriction et tout ça suffirait aujourd'hui, à remplir les caisses de l'État pour tous
toutes Oui. ces promesses que vous faites aux classes populaires aujourd'hui? Et je vais vous dire, nous avons également l'Union européenne qui nous coûte chaque année entre 8 et 9 milliards d'euros, cet argent que nous ne revoyons jamais à travers les politiques européennes. Et nous avons aussi un lissage des économies. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui en France près de 6 000 dispositifs d'aide aux entreprises. À travers différents outils, nous pourrions aussi imaginer de transformer ces outils en baisse de charges, ce qui serait à mon avis beaucoup plus efficace que ça ne l'est aujourd'hui. Marine Le Pen a lancé un appel aux patriotes, a-t-elle dit, et elle a cité des noms, Henri Guénaud, Nicolas Dupont-Aignan. Le premier a pour l'instant décliné l'invitation. Nicolas Dupont-Aignan n'a pas répondu. Est-ce que malgré son succès, malgré son essor, le Front National n'est pas toujours aussi isolé sur la scène politique? Je pense qu'il ne faudra pas trop attendre des grands pontes et des grands élus, notamment des Républicains. Je crois que si ça doit bouger, déjà ce sera lorsqu'ils seront dos au mur et qu'ils n'auront pas d'autres options. Et d'autre part, je compte beaucoup plus... D'autres options que de vous rejoindre? D'autres options, voilà, parce que nous serons devenus totalement incontournables face à la gauche et c'est ce qui est en train de se profiler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple de droite est en train de constater que s'il ne veut pas avoir la gauche au pouvoir, il devra vraisemblablement se tourner vers Marine Le Pen. Et pourtant, les sondages annoncent les uns Oui, après les autres plutôt une défaite les de Marine Le sondages Pen au second tour. avaient annoncé la défaite du Brexit et aussi la défaite de Donald Trump. Donc je Mais crois qu'il faut n'y a-t-il savoir pas ce raison garder. fameux Non, moi, plafond de verre? Vous êtes personnellement concerné par cela, puisque en région PACA, je le rappelle, vous étiez largement en tête Oui, du mais premier tour et vous avez perdu assez nettement au en second. 2010, nous avions un plafond de verre en dessous de 30% et en 2015, nous avions un plafond de verre à 46%. Vous voyez, donc c'est qu'un plafond de Donc verre cette fois-ci, il va dépasser qui remonte. 50%. Moi, vous je en suis êtes convaincu convaincu qu'on peut obtenir la majorité si tant est que nous arrivions à être audibles, notamment sur nos propositions économiques qui sont souvent caricaturées et qui sont une vraie politique en faveur des TPE, PME et que nous puissions développer également toutes les thématiques, notamment sur la sécurité ou l'immigration. Nous sommes les seuls à avoir un véritable programme de rupture, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de M. François Fillon, qui est extrêmement fébrile, timide sur le sujet. Bien vous entendu. Merci beaucoup, Marion Merci Maréchal beaucoup. Le Pen. C'est à vous, Thierry. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Dans un petit... On peut partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots durs, Des petits rien du tout. C'était Eddie Mitchell. qui en disent. C'est bien, hein? Une version un petit peu swing. Ça s'impose aujourd'hui. Hein. Bon, bah c'est si bon de partir avec vous, Marie-Dominique Perrin. Eh oui, Partir à la montagne? On va se reprendre un petit bol de montagne, là, c'est Oui, sympa. mais alors, la montagne différemment, peut-être? Un peu différemment. Pour célébrer ses 50 ans, Valseny, la station de Haute-Maurienne, a décidé de faire appel à ses champions maison. Elle en avait 2 sous la main. Yves Dimier, 3 podiums en Coupe du Monde de slalom, qui est aujourd'hui le directeur de l'Office de tourisme, donc on n'est jamais si bien servi. Hein. Et Pierre-Emmanuel Dalsin, vainqueur de la Coupe du Monde de descente à Val d'Isère en 2007. Et ils se sont dit, eh bien, on va entraîner des gens, des bons skieurs quand même, il faut être niveau 3 étoiles, à les suivre de bon matin avant l'ouverture des pistes sur des neiges vierges. Puis on va leur raconter un peu l'histoire de la vallée, l'histoire de la station. Donc c'est assez sympa, surtout qu'il y a des petits croissants et un café à l'arrivée. Et puis après, la station ouvre et c'est tout le monde qui... Donc j'imagine que la journée commence de bonne heure. Voilà, et hein. c'est gratuit, il suffit de s'inscrire auprès de l'Office de tourisme. Et puis Pralognan-la-Vanoise, qui est pas très loin, de l'autre côté, de l'autre vallée, quoi, à l'orée du parc national du même nom. C'est une vétérante. Elle, figurez-vous qu'elle a été pionnière en matière de sport d'hiver depuis plus de 150 ans. C'est énorme. Et surtout, c'est la station de référence pour les amoureux de la nature, évidemment, à l'orée du parc national. Et on peut approcher les bouquetins, les chamois. Je peux vous dire, je les ai approchés presque à les toucher, en compagnie d'un photographe qui est aussi un accompagnateur en ski, en raquette, etc. Puis après, il y a des petits cours, modifications quand vous aurez fait vos photos à l'Office de tourisme. Donc c'est safari super. photo à Pralognan. Voilà, c'est ça. Allez, on y va. Valseny, c'est la piste aux étoiles. Des rouges, des noirs et des pistes vierges pour les lève-tôt. Bonjour à tous. On vous a sélectionné, trié sur le volet pour profiter du panoramique d'aujourd'hui de la canopée à 2800 mètres d'altitude. Voilà, on est juste au-dessus du lac du Mont-Cenis avec son barrage. On a une vue magnifique sur les Alpes italiennes et sur même les Alpes françaises. Voilà, la station nous a ouvert un quart d'heure avant tout le monde, donc aujourd'hui, aucune trace, c'est pour nous. Et c'est parti, sur les traces des champions. Regardez, là, on a un super panoramique sur la Dent Arrachée, c'est un des plus hauts sommets de Savoie.
Ok les champions? Dans le cadre des 50 ans de Valseny, on a décidé de donner l'opportunité à une quinzaine de clients, à peu près tous les 15 jours, de venir skier très tôt le matin avec les champions de la station. On descend quelques pistes rouges et quelques pistes noires. Le but c'est de se faire plaisir et d'avoir un niveau assez homogène, donc ouvert à tout le monde à partir du moment où on a un petit niveau quand même. Là on est dans une portion quasiment la plus raide de la station, mais aujourd'hui c'est facile parce que le revêtement il est parfait. Quand les vacanciers envahissent en nombre les pistes, c'est l'heure pour les artistes de rentrer en coulisses. Après l'effort, le réconfort. Et Yves Dimier, le directeur de la station de Valseny, a le plaisir de vous inviter à boire le café, donc profitez-en, une fois n'est pas coutume. Une station aux allures de bout du monde, Pralognan-la-Vanoise, qui séduit les amateurs de sports d'hiver depuis plus de 150 ans. À l'orée du parc national, c'est le paradis des skieurs, des randonneurs et des animaux. En route pour un inoubliable safari photo en compagnie de Pierre. Le bouquetin n'a jamais appris à avoir peur de l'homme et il est fréquent qu'on s'approche à quelques dizaines de mètres. Là, tu vois, on est à 20 mètres à peine. C'est pour ça qu'il a failli disparaître. C'est vraiment l'animal idéal pour nous qui amenons les gens à la chasse photo parce que c'est très facile à faire des clichés parfois fantastiques avec pas forcément du gros matériel photo, quoi. Un chamois, c'est déjà l'étape supérieure du stage photo. Là, c'est déjà de la marche d'approche, de la discrétion, de la patience, énormément de chance. Le chamois est vraiment beaucoup plus peureux. Cet endroit-là, quasiment régulièrement, on a la chance d'apercevoir planer, tu vois, au-dessus de ces falaises, là, le gypaète barbu. Il faut quand même savoir que c'est un oiseau qui fait dans les 3 mètres d'envergure. Le parc de la Vanoise, pour moi, c'est le paradis. Approchez-vous, venez voir une trace de renard toute fraîche. On voit les griffes bien marquées. Il est passé sûrement ce matin. Là, elle descend en direction du village. C'est sûrement une femelle qui va faire les vitrines. Voilà, 2 belles idées pour vivre la neige autrement. Alors c'est vrai que c'était un petit peu plus facile d'approcher les bouquetins parce que quand on a filmé, il n'y avait pas encore trop de neige. Alors ils ont eu un hiver où ils se sont régalés parce qu'ils approchaient tout près des villages. Bon, tous les renseignements sur le site de Télématin, bien sûr, si vous êtes intéressé par Valseny ou Pralognan-la Vanoise. Merci Marie-Dominique. On va continuer à parler d'amour, Julia. Alors vous nous présentez un projet un peu fou, non, semble-t-il? Le projet de 2 amoureux un peu fous. Vous vous souvenez des cadenas, des fameux cadenas de l'amour du pont des Arts? On avait été obligé de les faire retirer parce que ces cadenas pesaient trop lourd sur le pont. C'était des cadenas qui avaient été déposés là par des amoureux avec leurs initiales, une date, une année. Et ces cadenas, certains ont été récoltés par un couple d'amoureux qui en a récolté presque 1000, il y a entre 800 et 1000, et puis qui lance des appels sur Internet pour pouvoir les restituer aux propriétaires, pour qu'ils puissent garder ce signe-là, ce souvenir-là de leur amour. Grâce aux réseaux sociaux et à Internet, ils retrouvent les gens. Regardez celui qu'ils ont trouvé. Waouh! Et oui, c'est la classe. Ils ont retrouvé le cadenas déposé là en 2009 par Michelle et Barack Obama. Et du coup, ils lancent un appel sur Internet en leur disant « On aimerait bien vous rencontrer, on aimerait bien vous le rendre, on a une surprise pour vous. » Et du coup, ce message sur Internet a été relayé un peu partout sur les réseaux sociaux. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site cadenasdamour.paris. Vous pourrez retrouver votre cadenas et peut-être suivre l'aventure qu'ils partagent avec Barack et Michelle Obama. Bon, vous nous tenez au courant dès qu'on a des nouvelles, évidemment. Je dirais. Merci beaucoup, Julia. J'ai appelé Isabelle Chalençon, mais je n'ai pas oublié Olivia de Lamberterie, juste à côté de vous, pour parler d'un vêtement incroyable.
la petite Et culotte. oui, on va bientôt fêter les 100 ans de la petite culotte en 2018. C'est vrai que on a l'impression que ça a toujours existé, mais pas du tout. C'est un homme qui s'appelle Étienne Balton qui a eu l'idée finalement de couper le caleçon, voilà, un coup de ciseau, et on en a fait une culotte. Et donc j'ai eu envie de donner un coup de projecteur à cette jolie marque parce que voilà, c'est un peu notre Madeleine de Proust. Dès qu'on donne la marque Petit Bateau, on se dit on a tous et toutes porté des culottes en coton et puis pas seulement des bodys, parce que dans les années 50, ils ont aussi inventé le body. Dans les années 80, le body pressionné, ça a aidé les mamans à changer les couches. Ouais. Et puis surtout, c'est un homme aussi en 94, Karl Lagerfeld, qui a eu l'idée de prendre le fameux t-shirt blanc de la marque, de le mettre sous la fameuse veste en tweed, et il a rajeuni et la veste Chanel, et il a redonné un souffle à cette marque qui cela dit, on était mignons quand on portait ça. Hein. Et c'est vrai que la marque aujourd'hui a plus de 5000 nuances de couleurs de coton pour ces t-shirts, donc c'est quand même fou. 4000 tonnes de coton chaque année, on peut faire 4000 fois le tour de la Terre avec tous les fils qu'ils utilisent pour fabriquer les sous-vêtements. Nous avons rencontré Carole Kaufmann, qui est la directrice du style et qui nous explique aujourd'hui ce que fait la marque. Et elle fait beaucoup de choses pour la jeune création. On l'écoute. C'est une marque qui a révolutionné le corps des femmes, a inventé la culotte et aussi le body. Donc c'est une marque qui est dans l'inconscient collectif, et c'est vrai que ça a été quelque chose d'historique puisque les fondateurs ont eu l'idée en 1920, à travers cet objet exceptionnel qui était la culotte, d'en faire une marque, la marque Petit Bateau. Au départ, c'était pour les tricots de corps, autant pour l'homme que pour la femme. Et puis ça bascule en 1918 avec la petite culotte. C'est industriel, Étienne Balton, qui a eu l'idée donc de couper un caleçon. Et ensuite, ils vont s'intéresser à l'enfance grâce aux sous-vêtements. Il y a la guerre, 40, et ils vont inventer le body avec l'emmanchure américaine. Ils vont s'inspirer de cette emmanchure où les soldats doivent aller très très vite pour enlever et retirer avec le casque. Et dans les années 70, on va passer du dessous au dessus. Le festival de hier, c'est l'engagement de soutenir la jeune création. On s'engage avec le lauréat à lui offrir la première écriture commerciale. Donc le lauréat de cette session, Wataru Tominaga, son vestiaire présenté hier était autour du vestiaire masculin. Donc il nous a poussé dans ce côté mixte. Et puis on lui a demandé, peut-être en pensant aux 100 ans de la culotte, comment il imagine les 3 petites culottes de demain. C'est une belle rencontre, c'est une conversation entre une créativité qui nous projette dans le futur et une maison qui a des racines solides. Moi, je dis souvent que c'est une belle conversation. La femme est importante naturellement. On travaille dans cette vision de transgénération en laissant la femme à sa place de femme, l'enfant à sa place d'enfant, sans faire ce que j'appelle les mini-moi. Néanmoins, ce qui nous rejoint, ce qui nous lie, c'est le ciré, nos rayures, nos marinières. C'est une élégance simple, twistée. On n'est pas dans la mode, on est dans l'air du temps. On va voir voilà le nom des grands couturiers qui se sont associés à cette marque. Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, ils sont passés, ils ont fait des collections capsules. Didier Ludo, qui est le spécialiste de la petite robe noire, entre autres. Et donc là, c'est vrai qu'ils ont de la chance parce que le Japon est leur deuxième marché. Et ce créateur qui a 29 ans est japonais. Donc je pense que ça va faire un tabac au Japon. Voilà. Bon, bon anniversaire à la petite culotte. Oui, l'année prochaine. Plus de 3,5 millions de petites culottes vendues chaque année, ça représente voilà, un certain chiffre. Absolument, merci beaucoup Isabelle.
il y en a pour les grands et pour les petits. Hein, aujourd'hui, on va commencer par s'intéresser à un roman assez surprenant, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais vous avez très bien compris. Principe de suspension de Vanessa Bamberger. C'est un premier roman d'une journaliste qui est belle comme le jour et qui, au lieu, comme beaucoup de premiers romans autobiographiques, de remonter le cours de sa famille, de ses origines, elle ose au contraire un roman, je trouve, très singulier, à la fois palpitant et dépaysant. On commence, on est dans la chambre de réanimation d'un centre hospitalier en Normandie. Vous avez une femme qui veille son mari. On a tous vécu malheureusement ces moments où, vous savez, ça sent le médicament, il y a des bruits un peu feutrés dans le couloir. Il y a une ambiance très suspendue. Suspendue, c'est le mot du roman, principe de suspension. Entre ciel et terre, vous êtes hors du monde, hors du temps, hors de l'espace. Là, le monsieur, il respire avec des machines. Et la femme, elle ose poser une question au médecin qui est pressé comme ça. Elle lui dit, est-ce que mon mari peut avoir eu une crise d'asthme à 40 ans alors qu'il n'en a jamais eu auparavant? Pourquoi cette question est importante? Cette question est importante parce que, ironie du sort, ce monsieur qui ne peut plus respirer, son métier, c'est de fabriquer des embouts pour des médicaments contre l'asthme. Alors là, vous avez cette première scène. Cette première scène, elle donne la tension au livre. Est-ce que Thomas, il va s'en sortir ou pas? Mais après, on sort de la chambre et on se retrouve en Normandie pour essayer de comprendre comment ce couple en est arrivé là. Alors Thomas, c'est un gars, il a fait fortune dans la finance et puis il a investi, au bout d'un certain nombre d'années, tout son argent pour racheter une petite entreprise industrielle. Pourquoi ? Parce que la Normandie, c'est sa région et il ne pouvait pas se résoudre à la voir devenir une région fantomatique, triste et pauvre. Parce qu'il a le sens de la fierté de l'industrie. Et ce que Vanessa Bamberger raconte, c'est vraiment un monde d'invisibles. Ces petits patrons de PME en province, ces ouvriers dans des petits villages où vous avez une supérette, vous avez un bar tabac, mais si vous voulez aller acheter de la viande, il faut prendre votre voiture parce qu'il n'y a pas de boucherie. Et ces gens-là ne sont pas très présents dans les romans. Dans les romans, vous avez des geeks des banlieues, vous avez des geeks, vous avez les banlieues, mais vous n'avez pas ce monde invisible. Et je trouve qu'elle le peint avec beaucoup d'acuité et en même temps d'empathie. Et alors, il investit, et si je puis rajouter, il s'investit. Il s'investit énormément et peut-être qu'il s'investit trop. Et du coup, les lois du marché le rattrapent. La situation est difficile. Et plutôt que d'échanger avec sa femme, il se referme sur lui-même, il devient taiseux, il ne parle pas, il devient tout le temps énervé avec sa femme et ses enfants. Ce qui est intéressant, c'est que ce couple, ils se sont rencontrés peut-être parce qu'ils avaient l'impression tous les deux d'être victimes d'une sorte de malédiction familiale. Ce sont un petit garçon et une petite fille qui ont été très tôt confrontés au deuil. Et ils expient. Qu'est-ce qu'ils expient? Lui et elle. Je ne peux pas vous en dire trop. C'est un livre qui explore vraiment beaucoup de thèmes. Le couple est-il soluble dans la crise? Très très bonne question qui touche beaucoup de gens. Mais aussi la trahison, mais aussi les rapports professionnels. Et justement, cette Normandie avec ses paysages très très beaux vert de gris. Et puis les machines. Vanessa Bamberger, elle décrit les machines de manière, je trouve, très efficace et très étonnante. Et puis il y a tout un travail sur la langue qui est aussi passionnant autour de ces mots, principe de suspension. C'est plutôt réussi. Hein, ah, c'est vraiment réussi pour un premier roman. Honnêtement, c'est très bluffant. Et la fin est très réussie. La fin, alors, évidemment, je ne peux pas vous la dire. Elle est très discutée par les gens qui le lisent. Moi, je trouve qu'elle est géniale. C'est chez Liane Lévy, Vanessa Bamberger. Allez-y, parce que c'est vraiment un livre qui vaut le détour. Alors ça, c'est pour les enfants à présent. Pas que c'est Le Petit Soldat de Sarah Pennypacker. C'est une Américaine, Sarah Pennypacker. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent parce qu'elle a écrit la série des Clémentines qui a cartonné en France chez Rajo. Là, on est chez Gallimard Jeunesse avec un tout autre sujet. C'est l'histoire d'un petit garçon et de son renard. C'est même pas son animal de compagnie, c'est son compagnon. Et puis un jour, il y a une guerre qui arrive et le papa va partir à la guerre et donc il oblige le petit garçon à se séparer de son renard. La première scène dans la voiture où le renard
comprend avant le petit garçon ce qui va se passer parce qu'il voit que le petit garçon a des larmes, il lui lèche ses larmes et il cherche la blessure. Parce que le petit garçon, quand il pleure, c'est parce qu'il a mal, parce qu'il s'est fait mal. Et là, il ne sent pas l'odeur du sang, c'est juste la tristesse. Et puis, ils vont être séparés par des centaines de kilomètres. Le petit garçon va fuguer pour retrouver son renard, qui, lui, est de nouveau à l'état sauvage. C'est un livre absolument sublime. Et je pèse mon mot sur l'amitié entre ce petit garçon et ses renards. Mais c'est un livre passionnant sur la guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre pour les enfants ? Et à un moment, le petit héros du livre, il va rencontrer une femme qui a fait la guerre, qui est atteinte d'un ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Et elle va lui parler de la guerre. Elle va lui dire que les hommes, ils pensent toujours qu'ils sont du bon côté dans la guerre, que finalement, il n'y a pas de méchants et de gentils. C'est d'une intelligence sur la guerre. Et c'est important parce que nos enfants, ils sont confrontés à la guerre, aux actualités, notamment en Syrie, tout le temps. Et je trouve que c'est une manière de leur en parler, d'une intelligence et en même temps d'une humanité absolument inouïe. C'est un très, très grand livre que ce Pax, qui n'est pas destiné uniquement aux enfants, mais vraiment à toute la famille. Voilà, ça c'est sur le site de Télématin, hein, si vous voulez plus. La revue de presse culturelle, cette fois-ci, de Frédéric Vion. Alors, on n'est pas content dans la presse, semble-t-il. Oui, à propos de la presse, en plus. Il y a beaucoup d'articles à propos des médias, de la presse. D'abord, dans l'Humanité, un article qui se scandalise d'une petite musique qu'on entend depuis quelques jours, depuis l'affaire Fillon, en fait. La presse est de plus en plus mise en cause, alors que précisément, elle fait son travail. Vous savez, on se moque de Donald Trump, qui rejette toujours les critiques à son encontre en disant « c'est un complot, la presse est contre moi ». Mais finalement, est-ce qu'en France, nous valons mieux ? Pas forcément. Parce que ce soit chez les soutiens de François Fillon ou bien de manière beaucoup plus générale, hein, dans les conversations qu'on entend dans la rue un peu à tout propos, on entend de plus en plus des choses comme la presse est pourrie, les journalistes sont partisans, c'est un complot, parce qu'on ne veut pas entendre des arguments qui ne nous arrangent pas. Les journaux sortent des éléments de preuve contre un homme politique ou sur telle ou telle affaire. Ça prouverait donc que c'est un complot, raisonnement qui témoigne d'une logique un peu étrange. Les gens de droite sont persuadés que la presse est de gauche, mais quand nous attaquons un homme politique de gauche, eh bien les gens de gauche sont tout aussi persuadés que la presse est de droite. Non mais c'est vrai, c'est dans les deux sens. Donc halte au feu écrit cet article de l'Humanité. Il faudrait peut-être que nous apprenions à ouvrir nos oreilles, même quand nous entendons des arguments qui nous déplaisent. Et ça n'est pas valable qu'avec la presse et que pour la politique. On a tendance à s'enfermer chacun dans notre petite chapelle et à rejeter tout ce qui vient tout ce qui a un autre son de cloche. On ne veut pas le savoir, on ne veut pas l'entendre. Et pour ce qui est de la presse, je vous assure qu'on fait notre métier avec toute l'honnêteté du monde. Autre article que l'Humanité qui parle des médias ce matin, cette fois c'est Les Échos, regardez. Raison de plus, alors pour regarder le service public, pour le coup. Figurez-vous qu'il y aura peut-être bientôt davantage de publicité sur les chaînes privées. Alors, si déjà la pub vous exaspère sur les chaînes de télé commerciales qui en diffusent, comme vous le savez, plus que nous, ça va peut-être encore empirer parce que la Commission de Bruxelles voudrait libéraliser la publicité. Les films, par exemple, que nous, on ne coupe pas, mais que les chaînes privées peuvent couper, ils pourraient être coupés toutes les 20 minutes désormais. Il y aura encore plus de pubs aux heures de grande écoute, donc affaire à suivre. La France est plutôt contre cette proposition de Bruxelles, mais enfin, on va voir si ça passe. Et je ferme cette page média avec deux articles qui vous conseillent justement les programmes du service public. L'Humanité vous propose d'écouter France Culture chaque semaine. C'est un jeu qui s'appelle Les Papous, jeu autour de la langue française et de la littérature. Donc c'est sur France Culture tous les dimanches à 12h50. Et à côté, vous voyez, ce soir sur France 2, Le Figaro vous conseille l'émission Planète Animale. Très belle émission sur la faune sauvage à 20h55 sur notre antenne. Plus c'est après 20h, donc il n'y a pas de pub. Également quelques images avec des expositions. La première, c'est le journal La Croix qui nous en parle. Superbe exposition qui rassemble aussi bien des photos, des statues sur le terme de l'Afrique, carrefour du monde. Exposition sur les échanges, les routes commerciales, les échanges artistiques entre l'Afrique et l'Occident à travers les époques. Des échanges aussi religieux. Il y a plus de 300 pièces à voir. C'est au musée du Quai Branly jusqu'au mois de novembre. Grand article dans La Croix pour en savoir plus sur cette exposition. Et puis de son côté, Le Figaro nous parle de deux expositions que voici sur la Révolution russe. Alors celle-là, c'est un peu plus loin que le Quai Branly à Paris parce que c'est au musée de l'Ermitage à Amsterdam et à l'Académie royale des arts à Londres. Mais si vous êtes en visite dans ces deux capitales, ça vaut vraiment le coup d'aller y faire un tour. Vous savez que c'est le centenaire de la Révolution russe. Alors ça parle des derniers tsars, mais aussi de l'art de la propagande lors de la Révolution russe, donc de 1917, dont on fête le centenaire. Article dans Le Figaro. Et puis pour ce qui est de la France, je termine encore avec Le Figaro qui nous parle d'un projet autour de Notre-Dame. Il s'agirait de découvrir la crypte. Vous savez, il y a une crypte sous le parvis de Notre-Dame. On peut déjà la visiter, mais elle est peu connue. Donc il s'agirait, vous voyez sur le schéma, d'installer un sol transparent
sur le parvis de Notre-Dame afin de rendre visible l'accès de la crypte. Alors c'est un projet aussi beaucoup plus large pour tout le quartier de l'île de la Cité, qui est un peu actuellement une succession de très mauvais restaurants pour les touristes et de boutiques de souvenirs made in China. Donc projet complètement théorique pour l'instant pour rénover les alentours de Notre-Dame. C'est à découvrir dans le Figaro. Merci beaucoup, Frédéric. Vous cherchez l'amour. Eh bien, Julia a trouvé quelqu'un qui va tenter quelque chose d'assez osé, semble-t-il, pour trouver l'amour. Il cherche l'amour lui aussi. Il s'appelle Shed Simove. Alors, il était sur Tinder. Et puis, je ne présente plus Tinder. Vous savez, c'est cette application où vous switchez d'une personne à l'autre et vous dites si vous êtes d'accord ou pas. Ça va très vite. C'est vraiment le supermarché de la rencontre. Enfin, bref, il est sur Tinder, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh bien, il décide de créer une appli copiée sur Tinder qui s'appelle Shinder, dans lequel il est le seul homme disponible. C'est-à-dire que c'est son appli. Il y a un homme à rencontrer, c'est lui. Il plébiscite vraiment la qualité au profit de la quantité. Et on tombe sur lui, sur Shed, qui est le seul profil disponible. Et alors du coup, cet entrepreneur britannique, il fait le buzz. Et en Grande-Bretagne et maintenant en France et partout, on parle de lui. Alors l'histoire ne dit pas s'il a fait des rencontres, mais en tout cas, il a fait parler de lui. Et je trouve que c'est assez drôle comme il est. Ça m'intéresse beaucoup, parce que moi, je ne suis pas le genre à switcher. Vous voulez faire Donc, votre c'est propre parfait, application? Voilà, parfait. Où je serai tout seul. Voilà, tranquille.